Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Ma Ligue 2. Au programme aujourd'hui, pas mal de belles petites choses avec notamment l'interview de Jodel Dossou, élu joueur du mois de janvier par la rédaction et par les lecteurs de Ma Ligue 2. On fera aussi un focus sur le Paris FC avec Baptiste du compte Twitter Passion Paris FC. Et puis, bien sûr, il y aura les habituels faits marquants de la rédaction, les paris avec Winamax, et puis le quiz. Sur le front de l'attaque aujourd'hui, l'habituel trio de ma Ligue 2, Laurent Mazur, Philippe Dechter et Dorian Vemel. Salut, messieurs. Salut. Salut. Bon, écoutez, on va commencer tout de suite par vos faits marquants. Dorian, je crois que tu voulais nous parler de la belle victoire de Rodez face à Clermont. Rodez qui remonte bien, mine de rien, dans cette Ligue 2. Rodez paradoxal. On a beaucoup parlé de la série de 14 matchs sans victoire. Alors certes, c'était une très très longue série. Mais ce qui est paradoxal, c'est que sur la fin de cette série, on sentait une montée en puissance. Voilà, on retrouvait un peu le Rodez de la saison dernière, très difficile à manœuvrer. Avec beaucoup de détermination dans les matchs, dans un retour à un schéma en 3-5-2 ou 3-4-3 qui reporte ses fruits. Ils ont enchaîné 5 matchs nuls d'affilée, et puis la victoire contre Pau qui était un tournant à ce moment-là. C'était voilà, deux équipes dans le bas de tableau. Elle a fait beaucoup de bien. Victoire 1-0 le 16 janvier. Et depuis, Rodez, finalement, si on prend cette série, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, ça fait 10 matchs sans défaite, hein, plus une qualification en Coupe de France. Donc Rodez, c'est l'une des équipes les plus en forme de Ligue 2 ces dernières semaines. Et cette victoire contre Clermont, elle le prouve. Clermont qui venait de gagner contre 3, on se disait voilà, Clermont, ça y est, ils sont repartis pour aller accrocher une place dans le top 2 peut-être. C'est rare de voir Clermont chuter cette saison, hein, mine de rien, faut pas l'oublier. Et voilà, ils sont tombés sur une équipe qui était hyper cohérente, hyper enthousiaste. Hyper efficace sur coup de pied arrêté. Voilà, ils ont mis 2 superbes coups francs avec Florian David et Pierre Ruffo. Ils ont bien profité du vent aussi. Il y avait beaucoup de vent, hein, c'est vrai, mais franchement, ils ont livré une très belle prestation contre Clermont. Quand on voit le niveau de jeu qui est affiché par Clermont souvent dans ces matchs, c'est pas rien de réussir à les battre. Donc voilà, je voulais tirer un coup de chapeau à Rodez. On avait eu le plaisir d'accueillir Laurent Perlade il y a quelques semaines, fin d'année 2020, et on s'était régalé. C'est un coach qui ose bousculer il nous l'avait dit, il ose bousculer les habitudes, il ose innover tactiquement dans son management avec ses joueurs, même avec ses cadres. Et visiblement, ça a eu un peu de mal à se mettre en route cette saison. Il fallait digérer l'arrivée des recrues, l'intégration des recrues. Là, le mélange a bien pris. On sent une vraie montée en puissance. Si je prends au niveau du classement, Rodez est 14e avec 27 points. Il y a encore de la route pour le maintien. C'est loin d'être fait. Il n'y a que 4 points d'avance sur Chambly qui est 18e. Mais voilà, j'aime beaucoup Rodez ne serait-ce que, on parle beaucoup du top 5 qui joue, qui produit du jeu. Toutes les équipes ne peuvent pas le faire en Ligue 2. Certaines bataillent avec leurs armes. Et je trouve que Rodez, c'est toujours assez impressionnant à voir la discipline tactique qui peut régner. Et mine de rien, c'est ce jeu déployé avec les pistons notamment qui sont hyper costauds. Voilà, Valentin Henry, il y a souvent Nassim Ouamou aussi à gauche. Il y a Alan Kerouédan, le petit jeune aussi qui joue de temps en temps à droite. Voilà, j'aime beaucoup. Tout ça avec un Hugo Bonnet cette saison qui est pour le coup décevant en termes de stats. Après dans le jeu, voilà, il abat toujours du travail, mais quand on voit ses performances l'année dernière, on pourrait se dire que Rodez pouvait galérer sans Hugo Bonnet au meilleur de sa forme. Et il prouve que même avec un Hugo Bonnet qui est un peu moins efficace devant le but, ils arrivent à sortir des bons résultats. Donc voilà, coup de chapeau à cette équipe du RAF. Surtout, il a fait un truc incroyable, Laurent Perlade, c'est qu'il a changé les 10 joueurs entre les 2 matchs, parce qu'il jouait tous les 3 jours. C'est là où je dis qu'il est vachement bon il ose des choses plus conventionnelles, et surtout il arrive à concerner l'ensemble d'un groupe. C'est ça quoi, c'est de changer tes 10 joueurs de champ entre 2 matchs, entre la semaine et le week-end. Ça c'est incroyable, et tu bats Clermont. C'est-à-dire que tu changes 10 joueurs et tu bats Clermont. Donc non, vraiment grand coup de chapeau. Une équipe qui mérite d'être mise en avant dans notre Ligue 2. Et Philippe, toi, tu voulais mettre en avant une autre équipe du bas de tableau, c'est Nancy, qui a remporté un match de la peur ce week-end face à Pau. Ouais, et en plus, je viens de voir au niveau de la stat, on n'est pas si loin que ça de Rodez, puisque Nancy, c'est 8 matchs sans défaite. Et Nancy, c'est quand même une équipe, je trouve, et notamment son coach, qui en prend quand même assez souvent plein la gueule. Je trouve qu'on est peut-être un peu sévère avec... alors,
pas avec Nancy en général, mais avec Jean-Louis Garcia, notamment de la part des supporters nancéens. Je dis ça parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait un autre coach qui pourrait faire mieux que ce que fait actuellement Jean-Louis Garcia avec l'effectif qu'il a et avec la situation, plus la vente du club, tout ça. C'est pas si simple. Et mine de rien, c'est quand même un petit exploit de ne pas avoir coulé, d'avoir réussi à maintenir le groupe à flot mentalement et tout, et surtout mentalement parce que ils font des erreurs en défense, mais des trucs de dingue. Enfin, là, ils ont fait 8 matchs sans défaite, mais en fait, ils en ont gagné que 2. Et il y a des boulettes incroyables sur des matchs qu'ils doivent gagner par un but d'avance, et ils se font égaliser dans les dernières minutes. Ils marquent un but contre leur camp, ils font une grosse boulette défensive. Et là, c'est pour ça que je voulais souligner ce qu'a fait Nancy et surtout ce qu'a fait aussi Martin Sourzac dans les buts, parce que typiquement, c'est avec des performances comme ça que tu vas te maintenir, que tu vas gagner des matchs vraiment décisifs. Ils ont été meilleurs que Pau pendant tout le match. Et les 10 dernières minutes, comme souvent, ils se sont un peu chiés dessus. Mais voilà, ton gardien, il est là pour dire ok, c'est moi qui vais vous donner les 3 points ce soir. Et je trouve que c'est super important comme message. Surtout de battre Pau, qui est un concurrent direct. Donc voilà, au niveau du jeu, il y a toujours quand même eu quelque chose. Ils ont toujours cherché à jouer vers l'avant. Ils ont d'ailleurs marqué quasiment dans tous leurs matchs. Donc c'est encourageant. Il faut surtout rien lâcher. Mais ça, je pense que Jean-Louis Garcia, son message, c'est de rien lâcher. Je ne sais pas comment ça passe auprès des joueurs. En tout cas, j'ai le sentiment que ça continue de passer. Et tant que ça passera, je pense que Nancy se sauvera. Mais voilà, il y a une dynamique et il faut absolument pour eux qu'elle ne se casse pas parce que c'est là où, dans la tête, ça pourrait recommencer à gamberger. Donc là, bravo à Martin Sourzac d'avoir bien aidé son équipe. J'ajouterais que la nouvelle direction ne s'est pas séparée de Jean-Louis Garcia. Ça aurait pu être la solution de facilité. C'est aussi à souligner cette envie de continuer avec Jean-Louis Garcia qui, soit dit en passant, a quand même eu souvent des résultats dans les clubs où il est passé. Si Angers en est là aujourd'hui, il le doit notamment en grande partie à Jean-Louis Garcia. Notamment. 3 Tout à fait. 3 aussi, mais bon. 3 aussi. Moi, je mets un bémol quand même pour Martin Sourzac qui nous prive de. Bah, c'est bien pour Nancy, mais d'un début de l'année, là, sur le dernier corner, où c'est. Du coup, on a eu un doute toujours entre Souleymane Diarra et Scotty Sadzouk, mais visiblement, c'est bien Diarra qui nous fait une retournée absolument incroyable. Et là, Sourzac sort une parade tout aussi incroyable. Donc voilà, très très belle action des deux joueurs. Sourzac qui maintient la victoire de Nancy, mais on aurait vraiment pu avoir la début de l'année sur un superbe retourné. Ouais, ça aurait été un but de folie. Ouais, sans doute le but de l'année en Ligue 2. Laurent, quel est ton fait marquant de cette journée? Eh ben, la folie, il n'y en aura pas dans mon fait marquant puisque j'ai parlé de Guingamp. Effectivement. Un match c'est vrai que tu allais dire Amiens-Caen. Guingamp-Dunkerque, c'était quand même pas forcément mieux. Hein. Voilà, Guingamp-Dunkerque, un match soporifique. Et puis Guingamp, là, qui se déplace à Auxerre, son avant-dernière victoire. Il y a donc 18 matchs. Ça vous donne un peu le bilan catastrophique de cette équipe-là, qui depuis donc 18 matchs n'a su battre que Châteauroux, 3-2, en se faisant bien peur comme il faut. Guingamp, moi, ça m'inquiète, hein, messieurs, je ne sais pas vous, mais 17e, à égalité avec Chambly, 18e, 3 points d'avance seulement sur Pau, une dynamique catastrophique, une visibilité quasi absente. On ne sait pas si Fred Bompard va continuer. A priori, non, mais qui pour le remplacer, qui veut aller se mettre à Guingamp aujourd'hui, ça ne me semble pas marcher. C'est très inquiétant dans le contenu, dans ce qu'on voit. On a eu l'impression cet hiver, on en avait parlé d'ailleurs après 2-3 bons matchs de Guingamp, ou en tout cas meilleurs matchs, qu'il y avait peut-être une prise de conscience de la part des joueurs, que Bazarevic n'hésitait plus à faire des choix. Ce discours-là, il est passé directement le week-end suivant. On a retrouvé un Guingamp inquiétant, apathique, qui multiplie les erreurs, donc je ne sais pas trop ce qui se passe et ça devient très inquiétant. On est quand même après 24 matchs, 17e à égalité avec le 18e et surtout pas un sentiment de révolte. J'ai envie de dire aujourd'hui, Pau me fait une meilleure impression que Guingamp, Chambly me fait une meilleure impression que Guingamp. Donc j'espère pour eux quand même que ça va s'en sortir, mais ça ne sera pas simple. Moi, je pense que aussi pour Guingamp. Ouais, parce que justement, ce que dit Laurent, c'est tout à fait exact. Et je pense que quand tu dis que ces clubs-là font une meilleure impression, je pense que les 19 clubs de Ligue 2, collectivement, sont meilleurs que Guingamp. Et en fait, je pense que trop longtemps, on a cru, et d'ailleurs, Guingamp a été capable de bien jouer pendant 30-40 minutes, parce qu'il y a 2-3 mecs qui étaient capables de hausser leur niveau de jeu. Sauf qu'en fait, ces 2-3 mecs-là, ils sont plus capables de hausser leur niveau de jeu actuellement. Et alors, est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que c'est dans les pieds? Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est compliqué. Et puis la situation.
forme de lassitude, je pense, à force. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu dis, putain, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Là, ils font plus d'efforts collectifs. On sent que collectivement, on l'a vu à Grenoble notamment, ils font plus d'efforts qu'avant, mais ça reste en deçà d'autres équipes. Et là, ouais, ça devient très flippant, mais c'est, je pense, aussi de la faute de tout le monde. Et nous aussi, quand on voyait Guingamp, on a peut-être aussi surestimé certains joueurs qui actuellement, en fait, ils sont 17e de Ligue 2. Ils ont le niveau, ils jouent comme des mecs qui sont 17e de Ligue 2. Et je suis comme toi, Laurent, je sais pas ce qui pourrait vraiment faire un électrochoc, franchement, je sais pas là. Bah, après, moi, pour rebondir sur ça, c'est surtout les joueurs qui doivent vraiment se responsabiliser. Parce que je voyais Je pense beaucoup de qu'ils l'ont fait, supporters. hein. Ouais, mais tu vois, je voyais beaucoup de supporters qui appelaient au départ de Bazarevic. Donc, ok, son passage, il est raté. Il n'a pas eu les résultats. Sans doute qu'il s'y est mal pris avec ce groupe. Mais visiblement, c'est un groupe qui est vraiment pas facile à manager. Mais du coup, on en revient toujours au même. Il y avait Patrice Lair. Donc, au bout du match, ça n'allait pas du tout. Il fallait changer. Sylvain Didot, non, il n'était pas du tout compétent. Oh là là, non, vite, il faut changer. Mais Bazarevic, non, quelle pipe, vite, un autre entraîneur. Et il va voir qui? C'est Mourinho qu'il faut à Guingamp. Enfin, au bout d'un Non, il moment. faut Domenech, je pense. Non, mais. Domenech, tu Il n'a mets pas loin à dynamique, faire quoi. en plus. Pas de comparer. Mais non, mais je veux dire, ok, je suis d'accord, enfin, je suis le premier à dire que Misha Bazarevic, même dans ses confs de presse, on sentait qu'il y a un truc qui passait pas, clairement. Mais au bout d'un moment, il va falloir combien de coachs? Il va falloir 8 d'affilée. Enfin, Bazarevic avec le Paris FC, la première saison, il joue les playoffs. Enfin, c'était pas non plus, c'est pas le mec qui arrive de nulle part, enfin, il sait gérer un groupe quand même. Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter d'attendre un coach incroyable qui va venir à Guingamp, qui sont 17e ou en interne, c'est le bordel total. Voilà, il faut que les joueurs ont le potentiel largement pour se maintenir. Là, avec Fred Bompard, il y a un moment, il faut y aller. Ça a l'air de passer. Enfin, ça a l'air de passer Ça a pour le l'air de moment. passer, ça a l'air de passer. Contre Grenoble, ils méritent de gagner. Donc finalement, ils perdent, c'est cruel. Mais voilà, quand tu es dans une spirale négative, c'est comme ça. Mais c'est aux joueurs là vraiment de s'en sortir. Parce que peut-être que ça va être Fred Bompard jusqu'au bout. Et même s'il y a un coach, va pas encore falloir dire au bout de 3 matchs, ah ouais, non, mais ce coach-là, non, il est nul. Bah ouais, mais là, vu la situation de Guingamp, voilà, tout le monde rêve d'un retour de Jocelyn Gourvenec. Oui, les comebacks, c'est pas toujours gagnant non plus. Donc attention, Ouais, même puis s'il quel est son revient, ce serait. intérêt? Non, mais même s'il revenait, tu vois, ce serait pas forcément non plus une garantie incroyable. Et On sait pas, tu vois. j'ai envie de finir juste par rapport au calendrier qui attend Guingamp. Le pire, surtout peut-être, c'est que les Guingampais viennent de jouer une majorité de clubs de deuxième partie de tableau. Ils ont été incapables de battre Nancy, de battre Le Havre, de battre Pau. Ils ont été incapables de battre Amiens. Et là, ce qui s'en vient, c'est quand même inquiétant, hein. Auxerre ce week-end. Bon, après, il y a Caen et Sochaux, mais on ne sait jamais quand on va essayer de se réveiller. Sochaux, ils sont sur une bonne phase, ils viennent d'en mettre 4. Et puis après c'est attention, hein, messieurs, Clermont, Ajaccio, match contre un Rodez, on l'a dit tout à l'heure, qui va quand même mieux. Ensuite, il y a les 3 Toulouse qui s'enchaînent. Enfin, ça peut vite tourner très très mal. Donc, attention. Ouais, attention aux Guingampais qui, ce week-end, donc, se déplacent à Auxerre. C'est samedi à 15h. Je profite juste aussi de ces faits marquants pour c'est un petit coucou à nos confrères de Téléfoot qui ont fermé leur chaîne dimanche et qui donc diffusaient pour la dernière fois la Ligue 2, la Ligue 1. Voilà, ils faisaient du bon travail sur la Ligue 2, notamment avec au cœur des clubs tous les midis. Donc voilà, on a une nouvelle petite pensée pour eux. Et puis maintenant, nous, on va passer à notre grande interview. Et on accueille maintenant celui qui a été élu joueur du mois de janvier par la rédaction et les lecteurs de Ma Ligue 2. C'est le Clermontois Jodel Dossou. Bonjour Jodel et félicitations pour ce titre de joueur du mois. Oui, bonjour. Oui, merci beaucoup. Alors Jodel, ce titre, il vient récompenser évidemment une très belle performance individuelle de ta part durant le mois de janvier, avec 3 buts, une passe décisive. On imagine que tu te sens dans une forme étincelante là en ce moment pour débuter cette seconde partie de saison. Oui, je me sens très bien déjà. On s'entraîne très bien. On fait une très très bonne semaine avec tout le groupe et tout, avec le staff. Donc voilà, ce n'est que juste les fruits du travail collectif et après du travail aussi personnel que j'ai fait tout sur moi au cours des séances d'entraînement qui est à la base de tout ça. Et avant la défaite à Rodez, vous aviez fait une bonne série contre des grosses équipes en battant notamment des concurrents directs pour la montée. Mais là, vous avez chuté ce week-end à Rodez. Comment est l'état d'esprit dans le groupe après ce revers un peu inattendu, il faut le dire?
Oui, on est tous déçus, voilà, de notre performance et tout. Voilà, ça arrive toujours, hein, ces genres de matchs. On peut pas tout gagner, donc il arrive des fois qu'on fait des matchs qui sont pas bien. Donc voilà, on se remet tous en question très rapidement et voilà, je pense qu'on est reparti sur de bonnes bases et voilà, on se concentre déjà pour samedi, pour déjà tout faire déjà pour rattraper le match perdu face à Rodez et mieux nous positionner encore dans ce championnat. Monsieur, si vous avez des questions d'Orient, Laurent. Ouais, moi, comment tu juges, pardon, Joël, comment tu juges ta saison et la progression dans ta saison? On te sent de mieux en mieux. Janvier vient confirmer. Tu es de plus en plus décisif. Tu crées de plus en plus de brèches, d'occasions. Voilà, comment tu juges cela, toi? Oui, je peux dire je me sens mieux parce que au moment où je suis arrivé, je comprenais pas encore le jeu de Clermont parce qu'ils ont un jeu un peu particulier. C'est un peu différent de tout ce que moi j'ai connu en Autriche parce que nous on jouait plus direct en Autriche. C'était plus beaucoup de courses, beaucoup de jeux directs. Et je n'avais pas connu de jeu en attaque placée, donc j'ai pris un peu du temps à m'adapter, à mieux comprendre. Voilà, tout le staff, l'entraîneur, tout le monde ils m'ont bien expliqué, mes coéquipiers aussi, ils m'ont bien mis à l'aise afin que je puisse rapidement m'adapter et me fondre dans la masse. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Je comprends mieux le jeu du Clermont. Et voilà, donc je commence par m'adapter et je prends du plaisir. Je vais laisser Dorian juste après. Juste, je vais continuer ma question parce qu'elle s'enchaîne avec ça. Le fait que tu sois justement un joueur qui percute, qui prend la profondeur, c'est justement le souhait de Clermont de t'avoir recruté l'été passé. Et on le savait, ces dernières saisons, Clermont arrivait souvent à faire le jeu jusqu'à 30 mètres, à 20 mètres des buts, pêchant parfois dans la surface. Toi, justement, ton but, c'était voilà, est-ce que Pascal Garcia a bien insisté te concernant, prendre la profondeur, c'est comme ça qu'il te veut? Oui, bien sûr, c'est comme ça qu'il me veut. Il veut que je sois plus percutant et de prendre la profondeur parce qu'on a un jeu déjà, on a la possession de la balle, on aime garder le ballon et après, on aime posséder pas des balles en profondeur à la verticale pour pouvoir surprendre les défenseurs et tout parce on a souvent cette possibilité de jouer derrière la défense. Et vu qu'on a des joueurs qui vont vite sur le côté, il y a Jim aussi qui va super vite. Donc, on en profite et on essaie d'amener plus de profondeur dans notre jeu et de varier notre jeu. C'est ça qui nous permet quand même d'être plus performants et de facilement arriver à bout des clubs, en fait, des équipes qui sont regroupées. Euh, Justement, tu découvres la Ligue 2 cette saison à Clermont. Comment tu juges le niveau de cette Ligue 2? Est-ce que tu es agréablement surpris par le niveau? Est-ce que tu t'attendais à un championnat aussi serré, aussi fort en venant cette saison? Euh, le jeu, je pense que c'est un très très bon niveau. Le championnat a un très très bon niveau. Je m'attendais pas à ça et voilà, je pense que le niveau est vraiment physique et c'est vraiment très difficile de se déjouer par des défenseurs parce qu'il y a des défenseurs aussi qui sont costauds et qui mettent des coups et qui est très très agressif. Voilà et voilà, moi je m'attendais pas franchement. J'étais surpris de voir le niveau. Franchement, ça joue très très bien et c'est beaucoup plus tactique. Les espaces sont bien occupés, les équipes sont bien disciplinées et tout. Franchement, moi, je pense que c'est un très, très bon championnat et c'est aussi l'antichambre de la Ligue 1 et tout. Donc, ça montre toute la qualité et tout le sérieux qu'il y a vraiment en Ligue 2. Et bah, moi, ça me fait aussi progresser. Ça me fait aussi vachement progresser et je prends tous les jours je travaille à l'entraînement pour pouvoir essayer de corriger aussi mes insuffisances afin de progresser et de faire grandir mon équipe. Et justement, Jodel, tu disais tu travailles pour corriger tes petits défauts. Dans quel domaine tu penses que tu dois t'améliorer pour être encore plus efficace, franchir encore un cap? Je pense aussi, je travaille aussi la dernière passe parce que je pense que l'efficacité aussi devant le but, c'est un travail quotidien. Et la dernière passe surtout, parce que après, je fais la différence et tout, et il faut toujours le sang-froid
mieux servir le coéquipier afin qu'il puisse glisser le ballon au fond des filets. Tout ça, ça fait partie de la progression. C'est un travail quotidien, en fait. C'est des répétitions tout le temps, avoir ces genres de situations à l'entraînement, bien s'appliquer, bien être concentré. Je pense que c'est sur ce domaine aussi des fois par rapport à mon placement et tout. Donc, j'en discute souvent avec le coach et tout. Et essayer de progresser. Et on améliore tous notre jeu. Et tout le staff, tous les joueurs, on essaie de travailler au quotidien tous ensemble pour s'aider. Et aussi, voilà, la cohésion qu'il y a dans le groupe, franchement, ça se passe super bien. Et c'est rare de voir ce genre d'ambiance dans une équipe. Et Dorian rappelait tout à l'heure que tu as eu un parcours où tu as connu beaucoup de clubs, beaucoup de championnats, beaucoup de pays. Qu'est-ce qui t'a convaincu de venir en France, en Ligue 2? C'est quoi? C'est le discours de Pascal Gassien ou c'est voilà, que tu voulais te frotter à un championnat différent de ce que tu avais connu? Oui, je sais, j'avais déjà connu le championnat tunisien, autrichien et suisse. Et voilà, j'avais bien envie de jouer en France parce que bah, d'abord, je viens d'un pays qui parle français, le Bénin, donc du coup, ça me plaisait très bien de revenir en France parce qu'il y a depuis quand j'étais petit, je regardais la Ligue 1 à la télé et tout, ce canal. Et voilà, ça me plaisait bien de jouer dans le championnat français et un championnat qui est bien médiatisé et tout. Donc, ça me permet aussi de franchir des paliers parce que je vois de super joueurs qui éclorent aux yeux du monde et tout. Moi, c'était un challenge pour moi et aussi, l'intérêt du club, de l'entraîneur et tout. Et ils étaient beaucoup motivés à ce que je vienne. Et aussi, n'oubliez pas, j'ai un coéquipier ici en sélection qui est celui dont on dit et qui a bien fait le taf, à ce qui paraît. Voilà, donc du coup, c'était beaucoup plus facile pour moi, franchement, de vite m'adapter. Il m'a mis à l'aise et tout avec tout le groupe. Franchement, c'est que du bonheur pour moi, en fait. La Ligue Et 1, aussi la justement. famille qui se sent Pardon. bien. Ouais, c'est sûr. La famille La, aussi se sent bien ici. Voilà. la Ligue 1, justement, Clermont est dans le top 5. Clermont est bien parti, peut-être jamais aussi bien. Est-ce qu'on commence à en parler de plus en plus dans le vestiaire? Est-ce qu'on vise les 2 premières places ou déjà une place dans le top 5, ça sera déjà bien? Oui, on en parle, on sait de quoi on est capable, on compte sur nos forces, on sait qu'on est capable de faire beaucoup mieux que ça. Donc, on essaye de se concentrer au maximum sur notre saison, essayer de mieux engager les points de moins, d'en prendre beaucoup. Et après, je pense, à la fin, on fera le décompte final, mais l'objectif reste clair. On essaye quand même de figurer dans le plus haut du tableau possible pour essayer d'accrocher quelque chose. Voilà, on prend tout ce qui vient, mais à nous d'aller vraiment chercher cette performance qui nous permettra de mieux grandir et de franchir aussi un palier. Et justement, la Ligue 1, j'imagine que tu veux bien sûr y goûter avec Clermont, mais comme tu disais que tu suivais depuis que tu es petit, il y a des clubs qui te font rêver, peut-être un plus particulièrement que d'autres, où tu rêverais de jouer? Oui, il y a des clubs, notamment, il y a des clubs de cœur voilà, que j'ai toujours regardé à la télé. Il y en a pas mal, hein. Il y a Beaumont, il y a Paris, il y a Marseille, il y a Saint-Étienne, il y a Lyon. Il y a beaucoup de clubs, au fait, que j'apprécie, que j'adore le style de jeu. Voilà, j'aime très bien la Ligue 1 parce que ça joue aussi, ça montre plus de qualité, ça te permet aussi de progresser encore plus. Voilà, c'est le haut niveau. Donc, y goûter, voilà, c'est le rêve de tout joueur et tout, voilà, de se confronter à un championnat qui est encore plus costaud. Voilà, donc, j'essaie de travailler et j'espère que le mois arrivera à tous ensemble à concrétiser ce rêve. Ouais, tu parlais de la sélection du Bénin tout à l'heure avec Cédric Munfungi notamment. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ton jeu, la sélection du Bénin? Ça t'apporte beaucoup d'expérience en plus, on imagine. Et puis, quels sont les prochains objectifs là avec le Bénin? Oui, déjà en sélection, ça me fait déjà 8 ans ou 9 ans en sélection déjà. Donc, on a des objectifs parce que depuis un certain moment, vraiment, le Bénin a progressé au niveau des joueurs et tout, au niveau du sérieux que tout, tout le peuple béninois, le gouvernement a mis vraiment dans le football. Et ça nous sourit aussi en sélection parce qu'ils ont vraiment amélioré nos conditions et tout. Et ça continue de le faire aussi. Donc, déjà, on a hâte d'y être aussi au Cameroun parce qu'on veut se qualifier, parce qu'on a fait une très bonne campagne la dernière campagne en Égypte.
Donc, on veut déjà y être parce que c'est très compliqué de se maintenir à ce niveau parce qu'on a mis vraiment l'équipe nationale du Bénin à un certain niveau que c'est difficile d'y rester, au fait. Donc, toutes les équipes nous attendent, tout le monde nous attend et on n'a plus droit à l'erreur, les exigences du pays et tout. Donc, voilà, on a 2 confrontations en masse qui s'annoncent très décisives pour nous. On est très, très bien placé pour être qualifié. On est deuxième derrière le Nigeria. Donc, il nous faut déjà prendre 3 points à domicile face au Nigeria et essayer d'avoir un nul contre ou, à défaut, gagner contre la Sierra Leone, qui est une très, très bonne équipe à redouter. Et voilà, et se qualifier pour cette CAN. Après, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde aussi qui s'annoncent. Donc, on a cet objectif d'y participer. Donc, voilà, c'est notre objectif maintenant le plus. On rêve de ça quand même, de participer à Bien sûr. une Coupe du Monde, finale de Coupe du Monde. Donc, Ah on ouais. sait que les places se font rares et tout. Ouais. Et on est dans un groupe qui est ouvert, qui est jouable. Donc, on va mieux se concentrer déjà pour la CAN et après, on verra pour la Coupe du Monde. Bah, écoute, Jodel, je pense que c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. On peut te souhaiter aussi Vas-y, Dorian. J'ai une toute petite dernière question. J'ai une pensée pour nos confrères de Beansport. Ils utilisent souvent le surnom, le TGV béninois, pour, te concernant lors des matchs de Clermont. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient ce surnom finalement? Déjà, ce surnom, c'est parti de l'équipe nationale du Bénin parce que je fais partie des joueurs qui vont très, très vite en sélection. Donc, on essaie de jouer sur ma pointe de vitesse en équipe nationale. Donc, ce surnom est venu du peuple béninois qui me surnomme le TGV béninois. Voilà. Et c'est parti comme ça depuis des années. Donc, voilà, ce surnom est resté. Et voilà, c'est comme ça qu'on m'appelle. Et je l'ai adopté comme ça. Tu sais combien tu fais au 100 mètres? Ah ben, ça fait très longtemps, je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout de combien je fais au 100 mètres. Mais quand même, j'essaie quand même d'améliorer ma pointe de vitesse parce que c'est ça qui me permet rapidement de prendre de l'avance sur les défenseurs et ça me sourit à chaque fois quand j'essaie d'utiliser ma pointe de vitesse. Bon, en tout cas, Joël, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Encore félicitations pour le titre du joueur de mois de janvier de ma Ligue 2. Et puis, écoute, on te souhaite une excellente fin de saison et peut-être de découvrir avec Clermont l'année prochaine les beaux stades de Saint-Etienne, de Marseille, de Paris et de toute la Ligue 1. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et après avoir parlé de Clermont avec Jodel Dossou, on va rester dans le haut du tableau et cette fois évoquer l'actualité du Paris FC avec Baptiste du compte Twitter Passion Paris FC. Salut Baptiste. Salut Alexandre, salut ma Ligue 2. Merci de l'invitation. Merci à toi de nous accorder un petit peu de temps pour évoquer du coup les résultats récents du Paris FC. Déjà pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Passion Paris FC, on rappelle c'est un compte Twitter et une chaîne YouTube qui traite de toute l'actualité du compte parisien, du club parisien, pardon. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Baptiste, donc le Paris FC en difficulté en ce moment avec une défaite au Havre lors du dernier match. Une série de 4 matchs en victoire. Comment t'expliques, toi, ce gros coup de moins bien du club parisien? Bon, il y a déjà l'enchaînement des matchs. Alors, c'est le cas pour toutes les équipes. Mais c'est vrai qu'il y a un contre-coup dans la saison après un gros début de saison sur lequel il faut poser un regard un petit peu lucide sans forcément réécrire l'histoire, mais avec effectivement un calendrier très favorable. Peut-être un excès de confiance, ça peut s'expliquer par l'excès de confiance. Il y a effectivement aussi un certain nombre de blessés, des certitudes dans le jeu qui sont moins affirmées que le top 5. Et je pense que c'est ça aussi qui ne permet pas de stopper cette série un petit peu de mauvais résultats. Et donc, oui, globalement, c'est une place plutôt logique actuellement, je crois, pour le Paris FC, cette 6e place. Sans être totalement décroché du top 5. Mais effectivement, il y a plusieurs facteurs pour l'expliquer, effectivement. Et tu l'évoquais, il y a peut-être aussi le fait que peut-être qu'inconsciemment, le groupe s'est peut-être vu un peu trop beau. On le voit, on l'a dit dans les stats, tous les clubs qui avaient ce total de points étaient tous montés. Là, c'est moins bien parti pour le Paris FC. Tu penses qu'il y a eu un relâchement inconsciemment? Alors, c'est difficile à percevoir. Le relâchement,
je ne sais pas s'il y a eu un relâchement, mais je pense que pour parler avec quelques joueurs aussi du Paris FC, c'est vrai que c'est un petit peu difficile mentalement cette saison. Du coup, comment dire, stopper les séries négatives, c'est encore plus difficile que d'habitude, surtout quand voilà, il y a quand même un niveau assez élevé cette année en Ligue 2, 5 équipes de tête qui sont tout à fait là de manière totalement méritée, hein, et où effectivement c'est difficile de les rattraper. Le relâchement, j'y crois pas peu. Je pense que ça a plus d'explications dans le jeu, on va dire dans le travail d'identité de jeu, etc., dans les circuits de relance notamment, qui pour moi est vraiment le point décisif par rapport au top 5. Mais effectivement, ouais, donc c'est bon, pas forcément un relâchement, mais dire des dispositions psychologiques qui sont un petit peu difficiles à mesure que les résultats, les contre-performances s'enchaînent. Il faut dire aussi que c'est un peu moins simple, hein, sans un public chaud bouillant comme il y en a en principe à Charletti, de se motiver. Hein. Donc voilà, bon, blague à part, est-ce que finalement la vraie place du Paris FC se situe entre ce qu'on a vu en début de saison et la série quand même de 14 matchs? Vous avez pris que 12 points sur ces 14 matchs, vous êtes 16e si on compte de la 10e journée à maintenant. Est-ce que la vraie place se situe là en fait, entre les deux? Ouais, je crois qu'elle se situe à peu près là. Alors, on était, à dire, sur des statistiques avancées, on était en surperformance sur les 10 premières saisons, sur les 10 premières journées, pardon. Là, on est clairement en sous-performance. Je pense au match contre Niort, où on fait match nul 3-3. On a à peu près les statistiques en termes d'expected goals pour en mettre quasiment 5 ou 6. Niort a les statistiques pour en mettre 1 maximum. Et ils nous en mettent 3 sur 3 tirs cadrés. Donc concrètement, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui, avec effectivement un certain nombre de points qui sont perdus à mesure, enfin, depuis le début du mois de janvier. Maintenant, oui, sur la place du Paris FC, je pense que c'est une place logique, on va dire, de figurer parmi les meilleures équipes des poursuivants au top 5 aujourd'hui, je pense. Moi, j'ai une question, Baptiste. Je pensais que la machine allait être plutôt relancée avec la victoire contre Amiens 4-2, parce qu'on avait retrouvé un peu justement ce Paris FC du début de saison où voilà, c'était pas forcément, c'était plus un Paris FC très efficace en transition, notamment avec un Laura qui a fait un match juste monstrueux, Charles Bolly aussi. Et puis en fait, bah non, pas du tout. Derrière, il y a eu la défaite à Valenciennes, le match nul difficile à Nancy. Après, tu viens de le dire, contre Niort, normalement Paris doit gagner. Je pense que tu rejoues le match 10 fois, il le gagne 9 fois, mais ce soir-là, voilà, il y a tout été contraire offensivement et défensivement. Et là, ce qui est plus inquiétant, c'est cette défaite au Havre, parce que le Havre, c'est clairement pas une équipe qui proposait beaucoup de choses jusqu'à présent, qui est assez minimaliste, et on voit pas le Paris FC réussir à prendre le dessus sur ce genre d'équipe. Et c'est moi ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est de voir. Enfin, ce que je comprends pas, en fait, c'est pas, ça m'inquiète pas, mais je comprends pas comment d'un match tu peux montrer le visage comme contre Amiens et après faire des matchs comme au Havre. Est-ce que toi, qui suis vraiment le club de très près, tu as une explication à ces contenus qui sont hyper différents d'un match à l'autre? Tu prenais l'exemple d'Amiens et du Havre, je trouve que c'est un très bon exemple. En gros, là, face aux équipes, on va dire, regroupées, on va dire, bloc bas, ligne resserrée et jeu de transition, là où le Paris FC arrivait à facilement casser ses blocs en début de saison, là, il n'y arrive plus du tout. Donc aujourd'hui, si on était une équipe, on va dire, de milieu de tableau, tu viens pour voilà, défendre et rapidement te projeter vers l'avant, tu sais que face au Paris FC, tu peux aller chercher, on va dire, au minimum un point, mais quasiment au final. Et c'est ce qu'a très bien fait le Havre d'ailleurs. C'est un plan de jeu comme un autre, et ça, ils ont tout à fait réussi. En deuxième mi-temps, ils nous ont laissé le ballon. On a bien vu que bon, ils ont été inquiétés sur 2-3 situations, mais rien de très très dangereux finalement. Et face à Amiens, totalement haute configuration, à domicile cette fois-ci, effectivement. Mais une équipe qui n'a pas peur de se livrer, une équipe qui vient nous chercher, et ben voilà, typiquement, corner offensif pour Amiens, contre-attaque, voilà, Gaëtan Laura, il va plus vite qu'Iron Gomis et qu'Arnaud Luzamba, ça on le savait. Et voilà, c'est aussi, pour le coup, encore pour maintenir cette idée de projet collectif par rapport au top 5, c'est aussi la dépendance aux individualités côté Paris FC. On voit que quand Gaëtan Laura ne va pas très bien, a plus de déchets dans le jeu, etc., Paris FC est très poussif. Bon. Et
Et je crois que justement, effectivement, c'est vraiment ce qui sépare le Paris FC de ce top 5, c'est cette capacité à savoir s'imposer, savoir imposer un style à l'adversaire, même si tes individualités ne sont pas trop en forme. Et c'est ce que fait très bien le 3, par exemple. Est-ce que aussi cette mauvaise passe peut s'expliquer, je ne sais pas, par la disparition, le fait d'avoir moins vu Jonathan Pietropa, l'avoir vu partir maintenant. Ouais, c'était quelqu'un quand même qui amenait de la technique au milieu de terrain, de l'expérience, alors sans parler de ce qui a pu se passer autour, mais sur le terrain, ça restait quand même quelqu'un d'important, même s'il faisait pas tout bien, il amenait cette percussion-là aussi. Oui, alors c'est vrai que on va dire l'arrêt de la disparition entre guillemets de Pietropa de l'équipe qui intervient à la mi-temps du match contre 3, ça correspond, c'est vrai, dans le calendrier à le début d'une série négative pour le Paris FC. C'est un peu le début des problèmes, entre guillemets. Mais alors, il avait un rôle super important qu'il n'avait pas en début de saison, là où il jouait plus soit relayeur, soit ailier. Là, c'est vrai que à partir du match contre Le Havre, surtout, on gagne 3-0 à domicile. Il est repositionné plus bas sur un poste de milieu défensif, soit dans un double pivot, soit seul devant la défense, comme contre Dunkerque. Et Dorian y était d'ailleurs, je crois. Ouais, j'y étais. Franchement, il a fait une Il a fait un très bon match. masterclass ce jour-là. On avait fait une petite vidéo qui a fait plus de 30 000 vues pour nous, c'était complètement fou. Mais effectivement, oui, il a amené une créativité au milieu qui fait défaut aujourd'hui. Alors, c'est partiellement remplacé par Cheikoumar Diakité, qui est un 2002. C'est aussi, je veux dire, il avait un poste ultra responsabilisé. Et c'est compliqué de dire à un jeune de 18 ans qui a fait 2 matchs en National 3, qui a fait que de la U19 jusque-là. Mais aussi fort soit-il, attention, c'est difficile de lui dire amène la même chose que Jonathan Pietropa. Bon, c'est comme ça, mais effectivement, c'est un manque. Et au-delà de ça, il y a aussi une performance moindre de la part du secteur défensif, de Vincent de Marconnet aussi, qu'on a retrouvé en début de saison. Lors des 10 matchs, il a été franchement un pilier. Et là, il est rentré dans le rang. Il se situe maintenant à un niveau pareil entre celui qu'on a vu il y a 2 ans et celui de l'an passé. D'ailleurs, il a été mis au repos ce week-end contre Le Havre. Même si en championnat, c'est difficile de mettre au repos, surtout qu'il y a un match de Coupe de France qui vient et que je pense que c'est Didier qui jouera ce soir. Mais comment est-ce qu'on perçoit ça aussi? C'est vrai que c'est une réflexion qu'on avait déjà menée l'année dernière pour le coup. C'est cette idée que peut-être que Vincent de Marconnet est un petit peu le baromètre de l'équipe. Alors l'année dernière, il avait eu aussi un gros coup de moins bien. Et c'était Anthony Maisonial qui avait pris sa place avec succès, hein, faut pas l'oublier. Après, quand René Girard est arrivé, il a dit non, il revient. Et d'ailleurs, c'était le premier match officiel contre Le Havre, on va dire, en championnat. Premier match de championnat depuis que l'arrivée de René Girard, que Vincent de Marconnet ne débutait pas. Donc c'était quand même, c'est une date importante, je pense quand même. Mais ouais, les performances de Vincent de Marconnet en ce moment, en fait, il va, on va dire, sur des choses assez élémentaires, il va être hésitant et après peut-être qu'il va aussi sortir des arrêts qu'il n'est pas censé sortir. Donc il y a un petit peu un écart trop grand entre, on va dire, son niveau plancher et son niveau plafond. Donc c'est un petit peu ce qui est problématique aussi sur une équipe qui, des fois, aimerait bien se reposer sur un gardien qui fait des arrêts importants. En tout cas, avec Didier Després, s'il continue l'an prochain, s'il vient prendre la place, rassurez-vous, c'est un très bon jeune gardien. Voilà, pour le suivre depuis très longtemps. Bon match. Voilà. Il a fait un bon match contre Le Havre, d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé. C'est que t'es partial. Je suis pas partial. C'est affiché derrière toi. Tout ça. Et Baptiste, comment t'envisages maintenant là, les 3 matchs qui arrivent? Alors la Coupe de France, c'est une parenthèse, mais je pense qu'il peut être plutôt intéressante pour le PFC pour se remettre un peu dans le droit chemin, se rassurer peut-être sur certains points. Et surtout, il y a ces 2 chocs, entre guillemets, face aux relégués qui ont un truc particulier à jouer. Tu l'envisages comment, ces 3 rencontres qui arrivent? Lorient qui arrive déjà ce soir, ça va être... effectivement, côté lorientais, il y a pas mal d'absents. Côté parisien aussi, notamment au niveau des latéraux. Ça fait un petit peu peur, là, je crois, pour l'instant. L'équipe annonçait, je crois, Ousmane Kanté, qui est un défenseur central latéral droit. Face à Yoann Wissa, j'ai un petit peu peur. Et
Bon, on verra ce que nous concoctera René Girard. Mais en tout cas, ouais, sur le match contre Lorient, je pense que dans l'esprit de beaucoup, c'est que du bonus. Hein. Bon, on verra. C'est impossible de prédire, de donner un résultat. Maintenant, c'est vrai que les 2 prochains matchs contre Pau, le choc des PFC, ce sera aussi un indicateur important contre une équipe contre laquelle on avait eu du mal déjà à l'aller. On avait gagné, on avait mis un but grâce à Saïd Arabe à la 81e, je crois, à peu près. À la fin, ouais. Après que Pau ait montré de très belles choses en première mi-temps, d'ailleurs. D'ailleurs, je pensais qu'ils allaient bien mieux se relever. Et je pense que c'est un petit peu triste, mais je pense qu'il y avait un petit peu mieux à faire pour Pau. Mais oui, après, contre des relégués, on peut se dire, oui, le classement doit faire on doit faire un 6 sur 6. Pour moi, ce sera difficile de gagner ces 2 matchs, même si, et il y a quelque chose qui est super important, après Pau, on aura une semaine pour préparer le match contre Châteauroux. Ça fera un petit peu de bien, je pense, physiquement. Et puis là, on est début mi-février. D'ici 15 jours, 3 semaines, on va encore avoir d'autres retours. Je pense à la Diaby Fadiga, Lainano Mengenari. Ça va faire du bien, je pense. Toi, Baptiste, qui a le pouls un peu des supporters du PFC, comment ce serait vécu une éventuelle non-place dans le top 5 après un début de saison aussi réussi? C'est quoi? On se dit, elle en a raté le très gros coup, c'était l'année ou jamais? Ou alors finalement, on se dit, c'est une progression et l'année prochaine, on sera encore là? Ouais, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est vrai que compte tenu du début de saison, on pouvait se dire, et on s'était posé la question d'ailleurs, je pense à peu près peut-être mi-novembre, est-ce que ce serait un échec finalement de terminer hors du top 5 après un tel début de saison? On s'était dit qu'à la fois oui et à la fois non, évidemment. Mais non, évidemment. Mais c'est vrai que sur le temps long, on va dire, là, l'objectif pour le Paris FC, c'est aussi de se crédibiliser en Ligue 2, c'est-à-dire faire des saisons où on n'est pas à jouer la montée. Une saison où on joue la montée, une saison où on joue le maintien. C'est aussi une manière de se crédibiliser et de se dire, oui, aujourd'hui, je suis une équipe installée en Ligue 2. Sur le temps long, le Paris FC en Ligue 2, c'est pas grand-chose finalement. C'est plus un club qui est en dessous, plutôt à l'échelon en dessous. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas décroché. On a effectivement plus de difficultés. On n'a pas encore affronté sur la phase retour le top 5. Du coup, il y a à la fois des éléments, on va dire, qui nous incitent à penser que ce n'est pas terminé et d'autres qui nous disent bon, on a fait déjà une saison intéressante. Essayons de garder cette même ossature pour la saison prochaine en Ligue 2. Et pourquoi pas, effectivement, sur 2-3 ans, comme a pu le fixer le président Pierre Ferracci, d'ici 3 ans, une montée en Ligue 1. Après, si c'est cette année ou si c'est l'année prochaine, on prendra. Mais effectivement, il faut voir un petit peu le temps long quand même, je pense, sur la notion de montée. Oui, tout à fait. Je pense que... Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de clubs qui ont une vision sur 2-3 ans. Dans Ouais. 3 ans, ils risquent d'avoir un petit peu de blême. Regarde Auxerre, ils ont une vision sur 3 ans depuis 10 ans. Donc, Ouais. Au chaud, ils ont une vision Tous les clubs, c'est un 3 projet ans. sur 3 ans. Donc, faut pas que les 3 ans tombent en même temps. Sinon ça... Après, il y a eu des changements au Paris FC importants quand même. Oui, non, c'est sûr. Ouais, et puis il y a des bons jeunes qui montent aussi. Là-dessus, je suis un club qui se structure. Ouais. Après, ça dépendra de la valorisation des jeunes recrutés cet été et de voir s'ils partent plus ou moins vite. En fait, c'est toujours ça le risque avec quand on révèle en Ligue 2 des jeunes talentueux, on sait qu'ils comme Silas, quoi, tu vois. C'est vrai. Ouais, voilà. Silas, et puis là, par exemple, tu prends le poste d'attaquant de pointe, tu as 3 joueurs plus un jeune sous contrat pro. Tu te dis, il y en a forcément qui va partir. Ouais, c'est ça qui est compliqué de faire des projets sur 3 ans en Ligue 2, c'est qu'en fait, tu peux jamais dire pendant 3 ans on a les mêmes joueurs parce que tu sais très bien que tu vas te faire attaquer, que même des joueurs que tu considères intransférables, il y a un moment donné, si le mec il brille trop, il y a une offre qui est pas possible à refuser, et même si le joueur veut partir absolument, tu peux pas. Donc c'est la difficulté des clubs de Ligue 2, c'est sûr que c'est pas évident. C'est pour ça qu'on est un peu moins bien en ce moment. On essaye de pas trop exposer nos joueurs, comme ça on les garde pour l'année prochaine. Allez-y, prenez Moussa Djité, prenez prenez tout ça. Bon. C'est une tactique qui marche malheureusement avec les résultats du PFC. Écoute Baptiste, merci beaucoup pour cet éclairage sur l'actualité du PFC. On rappelle de suivre le compte
Twitter Passion Paris FC ainsi que la chaîne YouTube. Et puis nous, de notre côté, on va passer. Vas-y, Dorian. D'ailleurs, ouais, vous faites un live tous les lundis, du coup, Baptiste Ouais, c'est ça, tous les lundis ou presque. Ouais. Mais effectivement, ouais, un peu plus d'1 heure pour débriefer le match, l'avant-match. Et on fait aussi de petits jeux quand même pour s'amuser un petit peu entre copains. Voilà. Ben voilà, le rendez-vous est pris. Ouais, on conseille pour la publicité. de suivre ce rendez-vous. Et puis, nous, de notre côté, on va passer au pari avec notre partenaire Winamax. Winamax, les meilleures cotes. On passe donc maintenant au pari. Et Philippe, quel est le bilan du week-end qui m'a l'air pas terrible? Et est-ce que tu as des bons plans à nous donner sur la Coupe de France, notamment en milieu de semaine? Ouais, bilan très mauvais parce que tout a été raté. Donc on a perdu 1,3 unité. Il y a eu du mauvais pari, notamment une cote boostée sur un nombre de buts, alors que en plus Dorian m'avait dit non, ça va fermer et tout. T'as porté la poisse, mais en plus en y réfléchissant après, je me dis mais c'est vrai que c'était très con comme pari. Après, je me suis bien fait avoir par justement Martin Sourzac. C'est pour ça que du coup je parlais bien de Nancy parce que il m'a fait perdre un combiné. Où Pau devait marquer un but, et aussi par Mathieu Michel qui a sorti des énormes arrêts. Donc franchement, les gardiens étaient très bons, et Donovan Léon également, que j'oubliais, parce que je voyais des buts dans le match Ajaccio-Auxerre, et je pense que sans Donovan Léon, il y avait facile de buts. Donc voilà, c'est raté, ça arrive. Et puis on va essayer de se relancer. La Coupe de France. On attend une remise en question quand même très profonde. Non mais... Écoute, vu toutes les réussites qu'il y a eu, pour le moment, c'est une claque. Je la prends. Il faut pas qu'il y en ait 2 ou 3 d'autres, tu vois. Mais non, exactement. Sinon, le groupe va te lâcher, j'ai l'impression. C'est le risque. Surtout sur Twitter, c'est très violent, donc faut faire attention. C'est vrai. Je me suis pas encore fait insulter, mais au bout de 2-3 week-ends comme ça va arriver. Donc là, Coupe de France, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec notre invité de Passion Paris FC, c'est que c'est juste impronosticable, franchement. Par contre, je trouve que les clubs de Ligue 2 sont assez sous-cotés. Donc j'avais envie de tenter un truc avec Winamax, c'est le truc, tu complètes un pari. Donc en fait, vous prenez 2 paris, et l'idée c'est de le compléter au fur et à mesure. Tant que votre dernier pari n'est pas terminé, vous pouvez rajouter des cotes. Donc pour le moment, je suis parti sur les 2 premiers matchs qui jouent ce soir. Reims-Valenciennes, où je vois plus de 2 buts. Parce que à mon avis, ça fait pas mal tourner du côté de Reims, et puis Valenciennes a quand même une équipe assez compétitive. Il peut y avoir des buts, ça peut très bien faire 2-0 ou un peu plus, donc ou les 2 équipes qui vont marquer. Donc je pars là-dessus, et je vois le Paris FC marquer au moins un but à Lorient, qui fait beaucoup tourner aussi. Et puis Lorient, ils vont, à mon avis, avoir un gros contre-coup de leurs 4 matchs où ils ont vraiment été très bons en Ligue 1. Je pense que là, il va y avoir une grosse décompression. Donc, je ne serais pas étonné là, pour le coup, de voir un 2-2, 2-1. Enfin, donc, je vois bien le Paris FC marqué. Mon idée, c'est de partir probablement sur un but marqué par Auxerre également contre l'OM. La cote, elle doit être autour de 1,45 aussi, pareil. Donc, je mettrai sûrement ça pour patienter, et je vais voir si je tente un truc sur Ajaccio-Lyon ce soir, enfin Lyon-Ajaccio, parce que en fait je suis hyper tenté par les 2 équipes marquent à 2,05. Je trouve ça énorme parce que Lyon va forcément marquer, et Ajaccio, ça joue bien. Ajaccio va présenter son équipe type face à Lyon, qui va être totalement remaniée. Moi je vois même la victoire. Ça, ah oui, mais je m'avance. Mais si. Ouais, c'est une cote énorme. Hein. Mais si. Limite, lâcher une petite pièce à 12,50. Bah, après, voilà. Franchement... Mais ce serait en dehors du pari complété, tu vois. Mais quitte à compléter le pari, là, les 2 équipes marquent sur ce match-là me paraît vraiment intéressant. Mais je pense que ça va continuer à monter. Donc pour le moment, j'attends. Et vers 20h, je compléterai si évidemment mes 2 premiers paris ont été validés, enfin sont en cours de validation. Sinon, plus Ajaccio nul 3,65 sinon aussi. Ouais, mais ils peuvent très bien perdre 2-1 sur un penalty à la 90e, tu vois. On les connaît. Donc, si vous voulez vous faire de l'argent plus facile, il y a l'euro million, il y a une cagnotte ce soir à 144 millions. Hein. Mais bon. Trop facile. Et Alex, Auxerre Marseille, tu penses justement que ça va tourner beaucoup? Moi, j'ai peur que Furlan remette la même équipe. Normalement, le tour précédent. Il va faire complètement tourner. Ouais. Mais ceci dit, contre Marseille, qui va faire aussi peut-être tourner un peu. Je pense que là, en conférence de presse ce matin, il a dit qu'il allait tenir sa promesse de remettre les mêmes. Donc je pense qu'à une ou 2 exceptions près. Marseille, c'est un peu un objectif maintenant, la Coupe de France. Bah voilà ce que j'allais dire. Je pense que Marseille, eux, vont la jouer sérieusement. Ouais. Ah ouais, pour l'Europe, tu vois, ils ont. Non, mais même s'ils jouent sérieusement, c'est comme Guingamp, Marseille, même s'ils jouent sérieusement, ils n'alignent pas 3 passes. Donc en fait, c'est. En fait, c'est plus le but.
le but d'Auxerre qui me chauffe parce que défensivement, c'est vraiment cata. Ouais. Marseille et Non, mais j'hésite encore. cette année, avec tous les clubs de Ligue 2 qui jouent bien, parce qu'on le souligne semaine après semaine, je pense que ça peut être une année où beaucoup de clubs de Ligue 1 peuvent tomber. Voilà, donc la semaine prochaine, on va se retrouver avec aucun club de Ligue 2 suite à ce que je viens de Ouais, dire. Mais je m'emballerai pas quand même, tu vois. non, mais ça peut être. Bon, je vois pas Paris perdre à Caen. Mais le reste, c'est prenable. Hein. Grenoble, Monaco qui va être remanié, pourquoi pas. Bon, Quand je vois la défense de Monaco qui en prend 3 à Nîmes, un but de Grenoble. Alors par contre, le but de Grenoble est rapide de peut-être Grenoble. plus intéressant que le but d'Auxerre. Tu as raison là-dessus. Grenoble, l'avantage même en faisant tourner, ça reste des bons joueurs. Tu vois, Ouais. que ce soit Offensivement, ils ont Tité, de la réserve. Semedo, Ravé, Ouais, c'est vrai. c'est des bons joueurs. Donc, Je vais peut-être partir plus sur le but de Grenoble, tu as raison, qui à mon avis est plus intéressant que le but d'Auxerre, où ça peut être un match assez fermé. Mais Rodez à Brest, ça me paraît compliqué, même si. c'est dur à Paris. Sochaux-Saint-Etienne, pareil, c'est très dur à lire. Donc voilà. Pour moi, les matchs du soir sont presque les plus intéressants à jouer, ceux d'aujourd'hui. Et après, on verra. Ok. Voilà. Bon, très bien. Merci Philippe. Et puis on rappelle de toute façon que toutes les cotes et les bons plans sont à retrouver sur le site maligue2.fr, toujours avec notre partenaire Winamax. Winamax, les meilleures cotes. C'est maintenant l'heure du quiz. Et aujourd'hui, messieurs, le quiz, vu que notre invité était Jodel Dossou, le thème sera Clermont. Et plus précisément une spécialité locale de Clermont. C'est quoi, messieurs, la spécialité locale de Clermont? Les buteurs. C'est les buteurs, tout à fait. Bien joué, Philippe, mais ce point ne comptera pas, malheureusement pour toi. Donc, chacun votre tour. Je vais vous demander de citer un joueur qui a fini meilleur buteur en Ligue 2 depuis leur remontée en 2007-2008. 2007-2008. Meilleur buteur de Ligue 2. Non, de Clermont. Ouais. De Clermont. En Ligue 2. En Ligue 2, par contre, ouais. Cette année comprise ou pas? Cette année, pas comprise, non. Non, trop facile. Attends, faut déconner quand même. C'est-à-dire qu'on va dire 2019-2020, quoi. Donc entre 2007-2008 et 2019-2020, à chaque fois le meilleur buteur de Clermont en Ligue 2. Ok. On commence par le perdant de la semaine passée. C'est mieux. Ouais, J'étais pas là. C'est vrai que Philippe n'était pas là. Philippe peut commencer. Il n'était pas là. Je vais te dire Ludovic Ajorc. C'est bon. Ajorc, pardon. Ouais. Laurent, à toi. Adrian Gerbic, forcément. C'est bon. Dorian. Famara Diédiou. C'est bon, Diédiou en 2015-2016. Philippe, à toi. Bon, là j'en ai un, mais je suis pas sûr. Romain Armand. Romain Armand, je ne l'ai pas vu dans ma petite liste. Sur risque. Romain Armand. Non, Romain Armand, c'est pas bon. Il y en a un. Philippe éliminé. Florian Hayé. Florian Hayé, tout à fait, qui avait inscrit 18 buts en 2018-2019. Dorian, à toi. Il y en a un qui me paraît bien, mais en fait, je me demande si du coup il a fini meilleur buteur ou pas. Et ça m'embête. C'est une balle de match, sinon. Ouais, je vais quand même. Idriss Saadi. Ah oui. Idriss Saadi, 2 fois même. 2014-2015, 11 buts. Bien joué. Et 2013-2014, 7 buts. Bien joué. Laurent, à toi. C'est une égalité parfaite pour l'instant. Alors là, j'en ai plus d'autres. Moi, j'ai plus de jokers, donc je vais dire Ludovic et Genest. Mais comme ça. Ludovic Genest, fallait y penser, mais. J'avais mis plus de 3 buts. Je pense pas. Mais je tente, attends. Fallait pas trop y penser quand même, mais. Parce que c'est pas bon. Ouais, mais c'est pas dit que j'en ai un. Donc, je vais vous dire celui auquel je pense, mais ce qui paraît évident, mais en fait, je sais pas, c'est Rémi Dugimon. Rémi Dugimon, bien joué. Bravo Dorian. Ah oui. 13 buts en 2016-2017. Parce qu'en fait, il a souvent été deuxième meilleur buteur. Ouais, il a souvent 10 buts. Ouais, il a souvent mis 10 buts, mais comme il y avait Hayé ou. C'est vrai. Après, pour jouer, j'avais Gaëtan Laborde. Non, Gaëtan Laborde, non. Il restait que vous n'avez pas cité Yanis Salibur, Mana Dembélé. Ah oui, Mana Dembélé. En 2011-2012, égalité Jean-François Rivière et Romain Alessandrini. J'allais dire, Armand, j'y ai il pensé. était pas loin. Alessandrini, j'y ai pensé. Mais quand je me suis dit,
comme il était lié, tu vois, je me suis dit, Ouais. est-ce qu'il a beaucoup Mais marqué? c'est vrai, il Jean-François avait pas mal Rivière. marqué. En 2010-2011, Sloane Priva, 20 buts. Ah ouais, puis ça a été prêté. Après, bon, il y a Mustapha Yatabaré, Michael Ah. Poté, qui avait mis 7 buts. Ah, Michael Poté, ah oui, mythique. C'est L'année de la vieux. remontée, Victor Mendy, 8 buts. Et alors, il y en a un 2009-2010. Là, celui-là, vous me l'auriez trouvé, je vous aurais payé un resto, je pense. Nicolas Aquin, 9 buts. Alors là, Je sais même pas qui c'est. 9 buts en Ligue 2 en 2009-2010. ah ouais, Bah, bravo. je sais pas Faut ce qu'il le a faire. fait après Clermont, mais ou même Ouais, je avant sais d'ailleurs. pas trop. Non, Bah, même pendant en fait, parce que Bah ouais, j'ai regardé un petit peu Nicolas Aquin. sa fiche. Un C'est ailier écrit comment droit. Aquin, ça s'écrit comment? Haquin. Il a joué à Guingamp. Ah ouais, ça me dit rien du tout. À Guingamp, à Vannes. Ouais, non, c'était vraiment Honte à moi, pas... mais C'est un buteur? Il a fait toute sa carrière en Bretagne. Un joueur? À Saint-Malo, partout. Non, mais c'est genre pas- 9 buts pas en Ligue 2, Clermont. c'est pas mal quoi. Enfin, ça fait. Ah ouais, non, apparemment, c'est 12 années aujourd'hui. un ailier. Bon. Bah, En bravo. tout cas, s'il nous écoute, on lui passe le bonjour. Ouais, c'est ça, bravo à lui parce Nico. que. Bien joli. Bon, en tout cas, encore Bon, une victoire. les gars. bravo Dorian, belle victoire avec Merci. Rémi Dugimon. Ah oui, bien sûr. Quand même. Bah, 10 buts encore cette saison. Hein. ouais. Peut-être 34 son record. Ouais. Très très fort. Bah, merci à vous, messieurs, pour ce podcast. Merci Merci, à Alex. toutes et à tous de nous avoir suivis. On rappelle qu'il y a la Coupe de France en milieu de semaine. Et puis, bien sûr, tous les résultats et toutes les réacts seront à suivre sur le site et sur l'appli Ma Ligue 2. On se donne rendez-vous très vite. Et puis, à bientôt. Salut. Salut, merci. Ciao. Ciao.